Sur l'équateur, entre l'Asie et l'Australie, l'archipel de la Sonde est une cordillère volcanique de 5000 km de long. Au siècle dernier, Sir Alfred Wallace, naturaliste explorateur, a mis en évidence une démarcation entre les espèces asiatiques et australiennes, suivant une ligne passant entre Bali et Lombok, Bornéo et Sulawesi. Cette ligne imaginaire s'avérera plus tard coïncider avec une faille sous-marine. Les mouvements de l'écorce terrestre et les variations du niveau des océans n'ont cessé de modifier au cours des temps géologiques la géographie de la planète et la nature qui la recouvre. L'intense activité volcanique, en bousculant ce gigantesque archipel, a contribué à la création de réserves biologiques uniques au monde. L'équipe d'Ushuaïa Nature va mener une expédition d'ouest en est, de part et d'autre de la ligne Wallace, à la recherche des plus étonnantes espèces endémiques de ces îles. Le cratère de l'Anak Krakatau, littéralement en indonésien ça veut dire le fils du Krakatau. Bonsoir, on est justement sur les flancs du dernier né du Krakatau. Initialement, ce volcan était un gigantesque volcan qui joignait deux des grandes îles de l'Indonésie, Java qui est derrière moi et Sumatra qui est ici, c'est-à-dire qu'il couvrait ce que l'on appelle le détroit de la Sonde. Les îles de la Sonde sont un véritable paradis pour les naturalistes et en tout cas l'Indonésie abrite la plus belle représentation de ce que l'on appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est la contraction de diversité biologique. C'est en d'autres termes l'héritage de 3 milliards d'années d'évolution, l'ensemble des êtres vivants à la surface de la Terre. Et cette biodiversité a été particulièrement mise à mal, ici d'ailleurs, plus qu'ailleurs, dans les siècles derniers et plus spécialement au XXe siècle, sous l'effet bien entendu de l'expansion démographique et de l'ensemble des activités humaines. Et ce soir, pour célébrer justement cet univers du vivant, eh bien avec différents scientifiques d'Ushuaïa Nature, nous allons aller à Java, Sumatra, Sulawesi pour voir et dénicher quelques-uns des plus exceptionnels échantillons de cette biodiversité. Avec Valérie Trichon, botaniste, nous allons aller voir la plus grande fleur du monde, la Rafflesia. Chemin faisant, peut-être rencontrera-t-elle quelques orang-outans, quelques tigres. Pour notre part, notre objectif, c'est d'aller, je l'espère, observer les plus grands lézards du monde, les dragons de Komodo qui vivent tout seuls sur une petite île au milieu de ce gigantesque archipel indonésien. Et nous aussi, au cours de notre itinéraire, peut-être croiserons-nous les fameux babirusa, littéralement les cochons-cerfs, qui sont une des nombreuses curiosités de la nature indonésienne. Tout ça pour célébrer justement cette biodiversité qui est le thème de ce soir et rappeler que la variété dans la nature est une nécessité tout simplement pour assurer la survie des espèces, pour assurer la pérennité de la vie. Le Krakatau, initialement, c'était un immense volcan qui s'est désagrégé au fur et à mesure de plusieurs cycles éruptifs étalés sur une longue histoire et de nombreux siècles. Et la phase la plus démonstrative et la plus impressionnante, c'était en 1883, lorsque le volcan a achevé de se volatiliser ou de se désagréger. On dit que l'éruption à l'époque a libéré l'énergie équivalent à plus de 100 000 fois l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Le raz-de-marée qui s'en est suivi a soulevé une vague de 20 mètres qui a ravagé les côtes indonésiennes et notamment de Java et Sumatra. Il y a eu plus de 36 000 morts. Et puis c'est seulement en 1927 que, autour des vestiges de l'ancienne caldeira, il y a eu de nouveau un cycle éruptif et pour la première fois, l'Anak Krakatau, mais sorti de la mer, puis il y est de nouveau re-rentré, ressorti, re-rentré, jusqu'en 1930 où c'est devenu une île définitive. C'est le dernier né de tous ces cycles éruptifs et rien
ne peut prévenir de sa prochaine explosion. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis cette époque, très récente, 1930, la vie commence à reprendre ses droits et les flancs du volcan sont un magnifique observatoire pour étudier la colonisation progressive de la végétation et des animaux sur une structure à la base qui n'était que minérale. On va descendre justement là où la forêt commence à grimper sur les flancs du volcan. Ce qui est passionnant, c'est de voir avec quelle efficacité et rapidité un milieu insulaire complètement vierge et en plus totalement stérilisé par le feu et la température a pu en l'espace de quelques décennies se coloniser par ce qui ressemble déjà à un début de forêt. Et en réalité, les choses se passent par étapes successives et par des méthodes successives. Je crois que les premières graines, les premiers fruits qui arrivent sur l'île sont apportés par les courants marins, déposés par les vagues et après poussés un petit peu par le vent. Après, ce sont des graines plus légères qui sont elles aussi portées par le vent. Et quand il y a eu un support végétal suffisant pour servir d'abri aux animaux, ceux-ci sont arrivés, soit comme des oiseaux en volant, soit en profitant de morceaux de bois comme ça qui dérivent et qui s'échouent sur les plages. Et les animaux ont aussi amené dans leurs ailes ou dans leurs plumes des graines. Et tout cela, petit à petit, eh bien, prend possession de l'île, comme on le voit ici, donc, au pied de ce volcan. Il y a un siècle, le souffle de l'enfer a balayé ces îlots, carbonisant tout sur son passage. Pourtant, la nature a repris ses droits sous l'action conjuguée de la richesse des cendres volcaniques, des précipitations incessantes et du soleil. La botaniste française Valérie Trichon a travaillé de nombreuses années au cœur de la forêt de Sumatra. Pour Ushuaïa Nature, elle y revient avec Bang Bang, un spécialiste des reptiles. Il tient tout d'abord à lui montrer sur l'île de Sangiang, à une vingtaine de kilomètres du Krakatau, une étrange caverne naturelle. Tu vois, les chauves-souris, elles sortent uniquement la nuit. Quand la marée rentre dans le tube de lave, le niveau de l'eau monte. Parfois, il y a des requins qui viennent manger les chauves-souris qui sont tombées dans l'eau. Tu vois, la force des vagues est tellement importante que quelquefois, elles arrachent les chauves-souris de la paroi. En compétition avec les requins, il y a aussi des petits varans qui viennent fréquenter les lieux. Ils sautent parfois dans l'eau pour attraper les chauves-souris. Il y a des chauves-souris partout. On peut voir leurs excréments qui recouvrent tout le sol. Parfois, il y a des serpents en haut de la grotte ou sur les côtés qui viennent également pour le repas. Ce tube de lave est comme un pont entre l'écosystème de la forêt et celui de la mer. De l'autre côté du détroit de la Sonde, à l'ouest de la ligne Wallace, commence Sumatra et la vraie jungle. Tigres, rhinocéros, orang-outans et la plus grande fleur du monde se cachent encore ici sous les grands arbres. Valérie a rendez-vous sur la rivière avec une brigade chargée de la protection des tigres et des rhinocéros de la vaste réserve de Waikambas. Une tâche quasi impossible pour ces hommes, trop peu nombreux face à des braconniers déterminés, connaissant la forêt aussi bien qu'eux.
La forêt est dense, pratiquement impénétrable, hors des étroites pistes tracées par les animaux. Les braconniers le savent. Les gardes ne mettront pas longtemps pour découvrir le piège tendu au dernier seigneur de la jungle. Un piège à tigre. Il est récent. Ils viennent de l'installer. Il faut qu'on le désamorce et qu'on essaye de rattraper les types qui l'ont posé. Il faut prendre des photos pour le rapport. Pourquoi y a-t-il des gens qui capturent des tigres? Ils capturent les tigres surtout pour leur peau. Il y a beaucoup de braconniers dans l'enceinte du parc national. Les images de cet animal en liberté, particulièrement difficiles à tourner, risquent d'être parmi les dernières. On ne compte plus qu'une cinquantaine de ces splendides tigres dans ce qui reste des forêts de Sumatra. Valérie Trichon a quitté Wekambas pour rejoindre plus au nord la réserve forestière de Bohorok, où vivent les orang-outans. Une autre espèce animale largement menacée. Ce grand primate, couvert de longs poils roux, dont le nom en malais signifie l'homme des bois, occupait pendant la préhistoire les régions s'étendant de la Chine à Java. Aujourd'hui, on le trouve uniquement dans la forêt pluviale de Sumatra et en quelques endroits de l'île de Bornéo. L'orang-outan parcourt de longs trajets pour chercher sa nourriture. Frugivore, il complète parfois son régime alimentaire de feuilles, de jeunes pousses, d'écorces et de quelques protéines animales. Il sait mémoriser les saisons, la position des arbres en fleurs et suit le trajet des oiseaux pour atteindre les zones où il est certain de pouvoir s'alimenter. Son péché mignon, le durian. Un gros fruit à l'odeur fétide, hérissé d'épines, qui pousse seulement en Asie du Sud-Est. Sedang makan apa, Eta? Makan durian. Il mange des durians. C'est sûr, c'est un fruit qu'ils adorent. Ah, wasp! Les épluchures. Ah, voilà. Le durian, c'est un très bon exemple des relations plantes-animaux qu'on peut trouver dans les forêts. Avec sa très forte odeur, il attire les animaux depuis loin. Ça peut être des cochons sauvages, des éléphants, des singes, qui viennent manger cette pulpe-là autour des graines, qui est très riche en protéines. Et ensuite, ils vont au hasard de leur déplacement en forêt, ils distribuent les graines un petit peu partout, ce qui aide à la dissémination de cette espèce. Le durian et ses nombreux consommateurs sont exemplaires de l'interaction existante entre la faune et la flore. Lorsque les équilibres sont respectés, toutes deux se développent harmonieusement et contribuent au bon état général de l'écosystème. Mais le grand singe roux, l'un des plus grands consommateurs de fruits, voit la forêt primaire se réduire comme une peau de chagrin. Des centaines de milliers d'hectares partent en fumée chaque année. Et selon les experts, pour 1000 km² de jungle anéantis, ce sont 100 000 à 200 000 singes qui disparaissent.
Oke? Boleh pergi sekarang? Ayo? Bisa? Ayo? Ayo? Kita ikut bapak saja. Si l'on connaît les principes de dissémination de la plupart des espèces végétales, on ne sait rien sur ceux de la plus grande fleur du monde, la Rafflesia arnoldi, découverte en 1818 au centre de Sumatra par l'explorateur Stanford Raffles. Valérie Trichon a laissé les orang-outans de Bohorok. Avec Bakhtiar, elle va essayer de débusquer cette curiosité botanique. Elle est très grosse. Elle est déjà pourrie. La dernière fois que tu l'as vue, elle était encore belle. Oui. Masih bagus. Jadi Ça fait combien de temps? Hari yang lalu. 1 minggu. Une semaine. Tahu Pak, ada. Est-ce que tu sais s'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles? Oui, il y en a. Et il faut ouvrir pour savoir. Mais je sais pas faire la différence. Mhm. On n'a pas de chance, elle a déjà été mangée par beaucoup d'animaux. Le cycle de vie de la Rafflesia est de 4 à 5 ans. Le bourgeon met 9 mois pour atteindre la taille d'un gros chou, mais il donne une idée de ce que sera la fleur. Voilà une fleur en bouton. Bagus sekali. Elle est belle, non? Yang paling bagus. Il n'est pas encore abîmé. Dans 2 semaines environ, elle va s'ouvrir. Dans 2 semaines, 2 minggu mungkin. 1 minggu, 2 minggu. L'écorce qui protège itu dari akar, qui protège le bourgeon et puis les pétales ici qui vont s'épanouir. Lebih ya? Elle va être superbe celle-là. Elle va s'ouvrir et puis donner la plus grosse fleur du monde, presque 70 cm, 80 cm de diamètre. On en a trouvé des grosses comme ça. Ah, voilà. Il est vraiment prêt à éclore là. La Rafflesia pousse dans les endroits les plus inaccessibles. Parasite d'une espèce de vigne sauvage, elle n'a ni racines, ni feuilles, ni tiges. Seul un amas filamenteux issu de la germination de la graine pénètre la liane qui l'accueille. Plante excessivement discrète au cours de sa croissance, sa gigantesque fleur l'est beaucoup moins. Cette beauté tapageuse et odoriférante, dure comme du bois, attise les convoitises pendant et après sa floraison. De nombreux insectes lui rendent visite et sont probablement les vecteurs involontaires de sa pollinisation. D'autres animaux s'intéressent à la Rafflesia, comme ce toupaille, un écureuil terrestre, ou encore les cochons sauvages qui, eux, lui infligent des dégâts plus considérables. Quant aux termites, ils s'attaquent à la fleur en bouton. On comprend pourquoi trouver une Rafflesia épanouie et intacte relève du miracle. « 1300 km plus à l'est, inutile de chercher cette gigantesque fleur, elle n'existe pas sur Java. Nicolas Hulot, loin du Krakatao, a rejoint le fief des montagnards du Tinger, une immense caldeira dominée par les cônes dangereusement actifs du Semeru et du Bromo. Descendants des sujets du royaume de Mojopahit, qui au XIVe siècle ont fui l'islam venant de l'ouest, les paysans du Tinger représentent avec les Balinés l'une des seules populations hindouistes dans une Indonésie majoritairement musulmane. Isolés dans ce massif, ils ont conservé leur mode de vie ancestral et tentent régulièrement d'apaiser par de multiples offrandes les 2 montagnes sacrées peu rassurantes qui les dominent.
voyez que définitivement les volcans offrent les spectacles les plus fascinants au monde. Et c'est d'ailleurs cette fascination qui les rend dangereux, car quand on voit un cratère comme celui-là, a priori on aurait tendance à ne pas s'en méfier. Et pourtant, lorsque les volcans se réveillent, les effets sont catastrophiques. Le cratère du Bromo, et tout autour, ce que l'on voit, c'est encore une ancienne caldeira, la caldeira du Tanger. El Semeru, qui est un volcan, lui, qui explose à peu près toutes les 15 minutes. Et tout ceci confirme et atteste que l'ensemble des îles de la Sonde constitue une véritable cordillère de volcans. Il faut dire que l'Indonésie est sur une zone particulièrement sensible, car elle est sur une zone de ce que l'on appelle une zone de subduction, c'est-à-dire c'est le chevauchement de deux plaques continentales qui créent tous ces effets sismiques et volcaniques. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est ce volcanisme qui a modelé et conditionné non seulement les reliefs et les paysages, mais également la biodiversité, car les laves et les cendres sont particulièrement en général fertiles, associées évidemment avec l'humidité et le soleil qu'il y a sous les tropiques. Ça explique donc notamment la végétation et le nombre d'espèces que l'on peut trouver en Indonésie. Et paradoxalement, ça explique aussi que les hommes aussi ont profité de la fertilité des zones volcaniques, et autour des flancs des volcans, on a beaucoup cultivé et il y a une densité humaine importante, ce qui explique que quand il y a une éruption volcanique, malheureusement, les conséquences sont dramatiques à cause de cette densité humaine. Qu'importe pour les paysans du Tanger les colères de leurs dieux. Ils ont trouvé là, sur l'île la plus peuplée du monde, et malgré les dangers, une terre sombre, riche et grasse, où tout pousse à foison. Au bord de l'immense caldeira, et jusque sur les flancs du volcan travaillés en longs tumulus épousant les courbes du terrain, peu ou pas d'arbres. Mais des oignons et des choux énormes, du maïs et des pommes de terre. Un gigantesque grenier à légumes toujours susceptible d'être ravagé par le feu du volcan. À une portée de bombe volcanique du Bromo, Nicolas a rendez-vous avec le volcanologue Jacques-Marie Bardentsev sur les bords du Kawaïdjen, un volcan extrêmement dangereux dont le fond est rempli d'un immense lac de vitriol. L'Indonésie est sous le signe de la diversité, parce que c'est vrai pour les animaux et les végétaux, mais même pour le volcanisme. Il y a des manifestations de volcanisme uniques. Par exemple, ce célèbre Kawaïdjen où on est aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça, Ça veut dire Kawaïdjen? le cratère vert, parce que justement il est occupé par un lac d'acide, d'une belle couleur vert jade. C'est de l'acide. Pas pur quand même. Presque, on le verra plus tard, quand on descendra près des fumerolles et près du lac. Et c'est le plus grand du monde, qui fait 700 mètres de long, 600 mètres de large, 36 millions de mètres cubes. Et on va passer par là. Je te suis. Alors là, on voit bien la soufrière qui est en ce moment très active, juste devant nous. Mais c'est exceptionnel, ou des lacs d'acide comme ça, il y en a beaucoup? Celui-là, c'est le plus grand et surtout c'est le plus pérenne, c'est-à-dire qu'il est là depuis plusieurs siècles et manifestement il est bien installé. On en connaît quelques autres dans le monde. Plus petits, ils vivent moins longtemps, 5 ans, 10 ans. C'est une poignée ou... C'est disons une dizaine, une douzaine. Ah oui, donc c'est quand même quelque chose de très rare. Ah oui, c'est rare et en plus c'est le plus grand. C'est un haut lieu de la volcanologie. L'acide qui est là, il arrive comment? Comme une nappe phréatique, par une source? C'est une histoire complexe. Si tu veux, un lac d'acide, c'est rare dans le monde parce qu'il faut la conjonction de plusieurs phénomènes. Bon, il faut un cratère, mais les cratères, tu le sais, souvent, il y a un trou au fond, il y a souvent des fissures, il y a des fractures, donc c'est poreux. L'eau ne peut pas rester dedans ou l'acide non plus. Alors, dans le cas ici du Kawaïdjen, les fumerolles qu'on voit ici, les gaz, ont transformé la roche, enfin une partie de la roche, en argile. Ce qu'on voit très bien ici, tout ce qui est raviné, on pourrait voir des griffes d'un fauve, là, c'est de l'argile qui a été ravinée. Et alors, elle est tombée au fond du lac et elle a colmaté ces fissures, ces fractures. Donc, on a parfaitement un socle étanche. Pratiquement imperméable, pratiquement. Alors donc, c'est un réceptacle qui devient quasiment un pluviomètre naturel. Donc il faut ensuite qu'il y ait de la pluie. Alors en Indonésie, on n'en manque pas, c'est en pleine zone intertropicale. Donc la pluie remplit ce lac d'eau douce dans un premier temps.
Et enfin, dans un dernier temps, eh bien, des fumerolles qui sont sous ce lac ou des sources chaudes vont transformer petit à petit l'eau douce en un acide de plus en plus fort et de plus en plus violent. Et le lac du Kawaïdjen, je crois que c'est le lac d'acide le plus fort et le plus puissant de la planète. Et du coup, c'est dangereux? Ah bah oui, parce qu'ici, là, on a un lac un peu perché au-dessus du paysage environnant qui est habité. Ici, on est à peu près à 2400 mètres, le lac est à 2100 mètres. Et il y a surtout un voisin dangereusement célèbre à Java, qui est le Kelut, qui a également un lac qui est moins acide, mais qui est par contre plus instable, et dont les parois s'éboulent parfois. Et alors à ce moment-là, le lac se déverse sous forme d'énormes coulées boueuses et détruit les villages voisins. En 1909, il a fait 5000 morts. Alors à l'époque, les Hollandais qui colonisaient l'Indonésie avaient conçu un système ingénieux de tunnels, 7 tunnels superposés, et ça permettait de vidanger le lac au fur et à mesure de sa formation. Alors ici, les Hollandais, toujours eux, ont fait un peu un équivalent, enfin un peu différent. Ils ont fait un petit barrage dans la partie la plus basse du lac pour, disons, réguler son niveau qui varie fortement avec la saison des pluies. Et de cet émissaire, on peut voir une rivière qui en part, entre un ruisseau et une rivière, qui dévale dans la jungle, pourtant qui n'est pas perturbée. Les lianes trempent dedans, enfin c'est vraiment étonnant. Mais par contre, bien sûr, ça serait moins bon pour l'homme. Donc ce lac, effectivement, est potentiellement dangereux, il doit être surveillé. La vie, dit-on, est apparue sur la planète dans un environnement corrosif. Peut-être ces végétaux qui boivent sans dommage ce breuvage acide ont-ils conservé au tréfonds de leurs cellules la mémoire de leurs origines. Les volcans distribuent la vie et la mort selon l'humeur de la terre. Dieu ou diable, en fonction des croyances ou des légendes, ils soufflent parfois aux hommes le moyen de gagner leur vie. Ils sont une trentaine de mineurs à descendre chaque jour dans le cratère du Kawaïdjen, là où le volcan exhale son haleine sulfurée. Toute la nuit, les fumerolles brûlantes sont sorties des bouches qui parsèment la paroi. Canalisées par les conduites formant une sorte de pieuvre géante, les gaz au contact de l'atmosphère se sont liquéfiés, puis refroidis, créant d'énormes dépôts de soufre solide. 10 tonnes d'or jaune apparaissent ici quotidiennement, à quelques mètres à peine du lac d'acide. Les tuyaux sont mis en place et vous pouvez voir le soufre qui en sort. Ce soufre vient des profondeurs du volcan et s'écoule vers la mine par ces tuyaux. La température à la sortie est d'environ 200 degrés. Ça, c'est du soufre qui s'est solidifié au contact de l'air. Nous, les mineurs, on en extrait 5 à 6 tonnes par jour. Et le maximum est de 8 tonnes par jour. Les forçats volontaires du Kawaïdjen ne perdent jamais de temps au fond du cratère. Depuis son ouverture par les colons hollandais, des équipes de mineurs ont à plusieurs reprises été victimes des gaz mortels venus du fond du lac dans d'énormes bulles imprévisibles. Mais surtout, les conditions de travail sont extrêmement pénibles. Le brouillard sulfureux rabattu par les vents fait suffoquer les hommes et attaque lentement l'ensemble de l'appareil respiratoire. Tout ce qu'ils ont obtenu pour travailler dans cette atmosphère dantesque, c'est pour certains un casque et pour chacun 1 litre de lait par semaine destiné à apaiser les brûlures de la gorge. Alors, ils se protègent avec les moyens du bord. Ça fait 28 ans que je travaille dans cette mine. Oh, j'ai jamais eu de problème respiratoire. Je ne porte pas de masque. J'utilise un chiffon que je mords et qui m'empêche d'inspirer les vapeurs.
Je respire par la bouche et non pas par le nez. Le chiffon me sert de filtre. Le masque, il ne sert à rien. Vous voyez, je le mets comme ça. Kalau pakai masker, bernapasan tidak bisa keluar. Ici, même les habitués toussent et pleurent des larmes qui elles aussi se transforment en acide. Malgré les terribles conditions d'exploitation au fond du cratère, qui diminuent l'espérance de vie de ces travailleurs d'un autre âge, les mineurs de soufre n'échangeraient pas leur place pour une autre moins pénible dans la vallée. Payés au rendement, ils se succèdent de génération en génération pour venir arracher à la montagne cet or nauséabond que le volcan défend à coups de nuages toxiques. Chaque mineur charge les paniers de son balancier suivant ses aptitudes physiques. Il est primordial d'équilibrer parfaitement la charge, car le chemin qui les attend est long et pénible. « 300 mètres de dénivelé à parcourir sur un sentier abrupt, ravagé par l'érosion, avant d'atteindre la lèvre du cratère. Sur les épaules, oscille au rythme de la marche, de 60 à 100 kg de soufre pour les plus costauds. À quelques centaines de mètres sur le versant extérieur, les Sherpas de l'enfer passent à tour de rôle leur chargement à la pesée. La vieille bascule est installée depuis des années dans ce qui fut une station scientifique chargée de surveiller le volcan. Sans un mot pour ceux qui viennent de fournir un effort physique digne de l'exploit, il leur est délivré un bulletin de salaire mentionnant le poids transporté. 95. Le portage n'est pas terminé. Il reste encore 3 km à parcourir dans la forêt jusqu'au premier lieu de stockage accessible aux camions. Ce soufre sera utilisé pour blanchir le sucre de canne, fabriquer des explosifs ou encore servir aux industries chimiques et pharmaceutiques. Quant aux porteurs les plus résistants, ils repartiront dans le cratère pour un second voyage, là où Nicolas et Jacques-Marie s'apprêtent à effectuer quelques mesures de température des gaz à la sortie des solfatares. Nicolas, ici on arrive devant la grande soufrière qui est très active aujourd'hui. Alors tu as des émissions de gaz. Alors dans ces fumerolles, il y a d'abord bien sûr de la vapeur d'eau. Ça c'est pas dangereux, mais également il y a ce qu'on appelle du dioxyde de soufre. Les chimistes diront c'est SO2. Et ce dioxyde de soufre il a la propriété au contact de l'eau, notamment des larmes et de la salive, de se transformer en acide sulfurique. Ce qui veut dire qu'en fait c'est très agressif, donc on va se protéger avec nos masques et nos lunettes parce que je voudrais qu'on monte juste au-dessus. J'ai passé une corde. À mon avis c'est là où les températures vont être les plus chaudes, donc on va faire une mesure ensemble. Donc il faut qu'on s'équipe vraiment sérieusement parce que là ça va être très difficile de faire quelque chose. Là, je vais mettre une sonde dans l'orifice, je vais te passer le cadran, peut-être qu'on fera la lecture, tu me diras où ça en est. D'habitude, il y a de l'ordre de 190 degrés. 150. 150 déjà, oui. Ça va donc augmenter régulièrement.
204, 205, 220, 224. Voilà, ça s'est stabilisé à peu près. 220 jusqu'à 224 degrés, c'est parmi les plus hautes températures enregistrées sur cette soufrière du Kaweïdjen, ce qui prouve la grande activité actuelle du volcan. Nicolas, les canaux sont prêts. On va pagayer jusqu'au centre du lac. Je voudrais faire des mesures et des prélèvements. Tu veux dire qu'on va naviguer sur de l'acide? Ben écoute, oui. Et les canaux, ils sont... Les canaux, ils sont en principe assez solides, assez étanches. Ils sont résistants. Parce que c'est des coutures qui... Ouais, mais ça, l'acidité, ça va. Le problème, c'est la température. Heureusement, le lac, en ce moment, n'est pas trop chaud à cause de la saison des pluies. Donc là, on aura moins de 30 degrés, donc ce n'est pas trop dramatique. Parce que là, on passe à l'eau, là. Au centre du lac, si on tombe, je crois on peut dire au revoir à la vie. Hein. Mais c'est important que je puisse faire ces mesures parce que sur le bord, il y a des courants d'eau chaude et d'eau froide avec les sources, donc il y a des variations de mesures. Alors qu'au centre, j'ai l'impression que comme le lac est grand, il sera plus homogène et j'aurai vraiment un bilan un petit peu du lac et donc du volcan. Alors je passe devant, mais je serai en fait derrière. Hein. Je te passerai ton sac, vas-y, donne-moi ça. Fais gaffe aux cordes. Allez. Ok. Alors d'abord, Nicolas, je vais te donner des gants qui vont nous protéger. Ça c'est pour éviter quoi? Toutes les projections Voilà, d'acide. parce qu'en ramant, tu vas sûrement avoir des embruns sur les mains et après ça va cuire à la force. Donc là, il faut se protéger dès le début. Et là, on a un fil d'Ariane qui nous permettra, si on a le moindre souci, notamment si avec le vent on ne peut pas revenir, de nous ramener à terre. Oui, souvent dans les lacs comme ça, il y a des courants internes imprévisibles et qui sont assez gênants. Ok. Je pense qu'on ne doit pas être beaucoup à avoir navigué sur un lac d'acide. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a quand même de l'ambiance. Hein. Tu vois, on sera en train de naviguer dans un lac sur la planète Mars, on ne serait pas plus impressionné. Hein. À peu près, oui, effectivement. C'est peut-être Mars il y a 3 milliards d'années, quand il y avait de l'eau. Il y a des légendes concernant ce lac. Dans tous les pays du monde, les légendes abondent à propos de fées, de démons qui habitent les lacs volcaniques. Par exemple, celui-là, c'est vrai que vu du bord du cratère, on a l'impression de voir un œil vert qui regarde la voûte céleste. Alors bien sûr, on dit que c'est l'œil de l'esprit du volcan qui dort en dessous. Et dans tous les pays du monde, un lac sur un volcan est un lieu un peu sacré, un lieu mystique, un lieu peut-être funeste aussi, notamment au Cameroun, où il y a un lac mortel, le lac Nyos, qui lui n'est pas acide, mais qui contient du gaz carbonique. Et après la catastrophe de Nyos, donc les expertises scientifiques, volcanologiques, ont montré que tous les lacs malfaisants, sans exception, contenaient du gaz carbonique en profondeur, donc étaient susceptibles d'être libérés brusquement et donc de tuer les gens et les animaux autour. Et que tous les lacs, entre guillemets, bienfaisants, donc habités par des fées ou des elfes, ne contenaient pas de gaz carbonique. Allez, on va avancer encore un petit peu là-bas. Je vais faire un petit test. Là, j'ai amené un fragment de calcaire que je vais tremper dans le lac d'acide. Et regarde ce qui se passe. Il y a une réaction entre le calcaire et l'acide. Il est entièrement dissous par ce lac d'acide. Ça te montre la force et la violence de cet acide. Si on va le lâcher, il va disparaître en bouillonnant. Alors je vais faire une mesure de pH, d'acidité. Voilà, il faut bien homogénéiser et qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Là, j'ai un pH qui baisse encore, 0,7 il baisse encore, et en homogénéisant, c'est 0,6, 0,62, 0,59, tu vois. Alors le pH, il faut savoir que la majorité des pH varient entre 0 et 14.
et que la neutralité c'est 7. Donc de l'eau idéale, de l'eau neutre, à un pH de 7. Et plus le pH est basique, ça va vers 14, et plus il est acide, plus ça va vers 0. Et, donc là on est proche de 0. Disons qu'en dessous de 1, on a déjà affaire à un acide violent, un acide fort, en dessous de pH 1, et là j'ai un acide qui fait un pH de 0,41, c'est ce que j'ai actuellement sur l'écran, tu peux le vérifier Nicolas. 0,40, ça baisse encore en remuant, donc on va encore vers le centre du lac. Un pH de 0,4, c'est vraiment, je crois, un record du monde, 0,39 maintenant, un record du monde de pH naturel. C'est dans une soupe identique que la vie a probablement... Peut-être pas, mais ça donne une idée effectivement de cette impression de néant hostile, donne une impression effectivement de début, mais d'un début prometteur. Et là, probablement, dans ce lac d'acide où il ne ferait pas bon y tremper la main, eh bien, il y a probablement des bactéries qui vivent très bien et qui sont parfaitement à l'aise. Et si, par exemple, la vie devait disparaître sur Terre, peut-être que c'est ces bactéries du lac Hygiène qui permettraient de repeupler la planète. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Alors, bien sûr, ça, c'est de la volcanofiction, mais qui n'est pas si aberrante que cela. Il faut, dit-on, se méfier de l'eau qui dort. Celle d'un splendide bleu turquoise tapi au fond du Kawaïdjen ne fera sans doute jamais mentir ce vieux dicton. C'est une évidence, le volcanisme intense lié à la tectonique des plaques a modifié sans cesse la géographie et les écosystèmes de l'archipel indonésien. L'île de Sulawesi en est un autre exemple étonnant à bien des égards. Située au bord de la ligne Wallace, Sulawesi est la seule région du monde où la flore et plus particulièrement la faune mélangent les espèces asiatiques et australiennes. Les résultats sont parfois saisissants. En 1887, Alfred Wallace, le père de la zoogéographie moderne, est venu dans les forêts du nord de Sulawesi pister le babirusa, dont le nom indonésien signifie cochon-cerf. Depuis 4 ans, Lynn Clayton, une scientifique britannique, étudie dans son milieu naturel cet étrange mammifère, lui aussi en voie d'extinction. 2 jours de 4x4 et 8 heures de pirogue sur la rivière Gorontalo sont nécessaires depuis la côte pour atteindre la zone d'habitat du babirusa. Aux côtés de la scientifique, Bart et Sanji, 2 anciens braconniers, aujourd'hui reconvertis en gardes. Vous pouvez voir ici le passage d'un mâle assez lourd et qui de ce fait a laissé des empreintes profondes dans la boue. Et là, des traces de défense. L'animal a dû se frotter contre la paroi. Les babirusa se déplacent généralement en petits groupes de 2 à 5 individus, toujours très difficile à repérer en raison de la densité de la végétation. L'animal est craintif et perpétuellement sur le qui-vive. Au moindre bruit, il détale sans demander son reste. Nous venons juste de trouver ce nid encore frais de babirusa. Quand la femelle est prête à mettre bas, elle coupe des feuilles pour en faire un tas et elle se glisse dessous, donne naissance à 2 ou 3 petits qu'elle allaite et tous quittent le nid après 1 ou 2 jours. Lynn a fait établir ce campement sommaire il y a 4 ans. D'ici, elle a mené avec ses assistants d'innombrables expéditions pour étudier le comportement des derniers spécimens de cet animal auquel s'accrochent encore bien des légendes. J'ai envie de vous montrer les premiers dessins du babirusa. Vous pouvez voir que la queue est dessinée en tire-bouchon, comme celle d'un cochon. Il est probable que l'auteur n'ait découvert que le crâne de l'animal et qu'il en ait tiré une image générale. L'une des premières descriptions faites par un scientifique nommé Piso date de 1658. Vous pouvez la lire ici dans ma thèse. Tête, oreilles et queue de cerf, un corps de porc,
Des dents chez le mâle qui poussent jusqu'à lui transpercer le cerveau, le babiroussa demeure une énigme. Mais il est emblématique de cette mixité unique des espèces appartenant à la fois au monde asiatique et au monde australien que l'on trouve à Sulawesi. Le mâle pèse une centaine de kilos. Il partage volontiers avec les macaques noirs, son territoire n'excédant guère 2 ou 3 km². Mais les babiroussas sont nombreux à partager l'une des dernières salines encore intactes, où ils adorent se rouler dans la boue sulfureuse atteignant 60 degrés centigrades. La scientifique a passé ici des centaines d'heures à l'affût. Elle a ainsi accumulé une somme de documents considérables sur les comportements de ces animaux hors du commun. Ce qui est vraiment très particulier ici, c'est que l'on peut être en contact direct avec les babiroussas. C'est le seul endroit au monde où on peut le faire. Ça fait maintenant 7 ans que je vis ici. À chaque fois, je reste 6 semaines dans la forêt. Et puis juste après, je pars 2 semaines au village pour me reposer. J'observe environ pendant 20 heures les babiroussas près de la saline. L'un des comportements fondamentaux du babiroussa, que je crois pouvoir comprendre, c'est quand 2 mâles s'affrontent. Ils se tiennent sur les pattes arrière et se mettent en garde, comme des boxeurs, de façon très agressive. Selon moi, le but ultime de ce combat est de briser les incisives de l'adversaire, ce qui va le rendre donc moins attirant aux yeux des femelles. Enfin, c'est ma théorie là-dessus. Un jour, j'étais assise dans le camp, tout près de la rivière. Coup de chance, un groupe de babiroussas s'est jeté à l'eau et a disparu, plongeant dans un courant très fort. Et les babiroussas sont ressortis sur la berge opposée, juste en face de ma cuisine. Et l'un d'eux a traversé ma maison. L'équilibre écologique de cet endroit s'est particulièrement fragilisé à la suite du défrichage et du brûlage systématique des sols. Et maintenant, l'ouest de la saline, de l'autre côté de la rivière, est devenu une zone de déforestation. La région court un réel danger. Au début du siècle, le babiroussa colonisait tout Sulawesi. On estime aujourd'hui leur nombre à 4000 tout au plus, retranchés dans les quelques poches de forêt primaires, se croyant protégés par les immenses lianes barbelées des rotas. Les hommes, hélas, ont aussi trouvé un intérêt économique à ce végétal qui à son tour se raréfie. Alors, le babiroussa cumule trop de handicaps pour espérer survivre encore longtemps. À l'extrême nord de Sulawesi, le sable noir des plages de la forêt côtière de Tangkoko témoigne une fois encore des origines turbulentes de cette île. La richesse des sols favorise la croissance de très nombreuses espèces d'arbres fruitiers. Une bénédiction pour les macaques noirs, espèces endémiques, dont le physique tient à la fois du babouin et du gorille miniature. Nicolas a rejoint la biologiste France Bourrelli au pied du volcan d'Ouassodara. Ils vont suivre la migration de cette espèce peu farouche dans leur quête quotidienne de fruits et d'eau douce. Où est-ce que
Où est-ce qu'ils se situent ces macaques dans la grande lignée de l'évolution? C'est des singes qui sont très répandus en Asie, dans toutes les régions d'Asie, sauf vraiment dans les hautes altitudes. C'est moins évolué que les singes qu'on appelle anthropoïdes, comme les gorilles. Pourtant, tu vois, ça ressemble vraiment à un gorille. En fait, tu vois la face, en fait, qui ressemble à une face de babouin, alors qu'en fait, le corps évoque plutôt le gorille. D'ailleurs, quand tu regardes comment ils marchent sur le sol, les gorilles marchent avec les doigts repliés, tu sais, et les macaques marchent avec les doigts à plat. Il y a un truc qui est étonnant avec ces singes, en fait, c'est tu vois l'épaisse fourrure qu'ils ont. On a essayé d'établir une corrélation entre la température et la fourrure. Et en fait, il n'y en a aucune. On ne comprend pas pourquoi certains singes ont une fourrure aussi soyeuse et aussi épaisse comme cela, alors qu'il fait 35 degrés. De même que tu vois les bouts de rose qu'ils ont sur les fesses, cette espèce de callosité. On a pensé d'abord que c'était à force de s'asseoir que ça se développait. Et en fait, on s'est aperçu que même à l'état embryonnaire, le fœtus commence déjà à avoir ces callosités. Donc c'est vraiment une adaptation pour s'asseoir tranquille. Ce qui est très appréciable ici, c'est la possibilité que l'on a d'approcher des singes qui visiblement, pour une fois, n'ont pas peur de l'homme, qui ne dépendent pas de l'homme, car ici, les peu d'hommes qui sont en contact avec eux se sont imposés comme discipline de ne jamais les nourrir, ce qui fait que ça crée une relation fantastique parce qu'on peut les observer pratiquement comme si on était absent. Et ça, c'est assez rare. Alors là, c'est une attitude menaçante, hein, je te préviens. Il n'est pas du tout d'accord. C'est un mâle. Tu vois, quand il monte les dents comme ça, il montre les dents et il a un regard fixe. Ouais. C'est une attitude de menace. Tu vois, les bébés, ce qui est étonnant, c'est que avant même que le petit soit sorti du corps de la mère, la tête et les pattes avant sortent d'abord, et tandis que les jambes sont encore dans le corps de la mère, il est déjà en train de s'agripper. Il est déjà en train de s'agripper au poil. Combien tu dis qu'il a, le petit, là? Celui-là a moins d'un mois. Moins d'un mois? Oui, il vient juste d'apprendre à marcher. Et tu vois ça par la couleur de la face, parce que la couleur de la face devient noire au bout de 1 mois. Et c'est pas forcément sa mère, hein. Ça peut être une sœur, une juvénile, une tante qui s'occupe de lui. Dès qu'il y a un petit qui naît dans un groupe comme celui-ci, c'est l'attraction générale. Et il y a une forte cohésion de tous les singes, y compris les mâles, pour regarder et s'occuper des petits. C'est une des milliers ou des millions d'espèces que la forêt tropicale abrite. Alors évidemment, on a tendance plus à focaliser par affection sur les espèces les plus spectaculaires ou les plus photogéniques. Mais ce sur quoi il faut insister quand on parle de biodiversité, c'est que les espèces qui peuvent paraître le plus insignifiantes ou éventuellement qui sont invisibles à l'œil nu ont un rôle aussi important et prépondérant dans l'équilibre de la nature. Donc il faut se battre autant pour les porte-drapeaux comme cela, de la cause animale ou végétale, que des espèces qui sont moins agréables à l'œil nu. Ça, c'est important de dire que dans la biodiversité, il ne faut pas faire de sélection en fonction de notre degré d'affection vis-à-vis des animaux, et que tout vaut d'être protégé parce que tout a un rôle, notoire ou pas, dans la forêt. Il existe 7 espèces de primates frugivores à Sulawesi, et l'abondance de fruits tout au long de l'année offre le gîte et le couvert à une multitude d'autres espèces animales, transformant la forêt de Tankoko en un formidable sanctuaire. Ah, l'un des piliers de la forêt. Alors ça, parmi les centaines d'espèces de figuiers qui existent dans les forêts tropicales, c'est quand même le plus spectaculaire, c'est le figuier étrangleur. Incroyable, cette enchevêtrement, c'est quoi? Ce sont des racines, ça? Oui, alors en fait, voilà comment ça se passe. C'est la graine est contenue dans une fiente d'oiseau. Elle tombe sur la canopée, sur un arbre, tout en haut. N'importe quel arbre. N'importe quel arbre. Et puis cette graine va commencer à germer et envoyer des racines vers le bas. Et ces racines vont puiser des nutriments
tout en même temps, les feuilles vont absorber l'énergie solaire. Donc le figuier va se développer sur l'arbre hôte. Et petit à petit, les racines prennent une taille tellement grande qu'elles commencent à entourer l'arbre hôte. Et en fait, on dit qu'il étrangle l'arbre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Simplement, il lui vole la nourriture par-dessous et il lui fait don par en haut. Donc l'arbre commence à mourir et tu vas voir que le tronc donc, est creux parce que l'arbre qui était au centre est mort depuis 300 ans. Et à l'intérieur, donc, il n'y a plus d'arbres. À l'intérieur, tu vas voir, c'est creux. Ah oui, c'est insensé. On a l'impression de voir, tu sais, l'empreinte ou le moule de l'arbre initial. Parce qu'on voit exactement la forme cylindrique. Les racines entouraient l'arbre, donc elles en ont pris la forme, et puis l'arbre, petit à petit, s'est décomposé, s'est vidé, ouais. Par manque de soleil et manque de nutriments. Ça crée une espèce d'habillage. C'est fou. Et alors, il y a un tronc quand même sur ce figuier, forcément, mais... Oui, mais il est tout là-haut. Ah oui, d'accord. Ça, c'est juste des racines. Il est petit, évidemment, le tronc. Écoute, je vais sortir un baudrier, et puis je partirai devant toi. C'est pas très facile d'ici, là. En fait, ça fait comme une grande échelle. C'est plus haute que les autres. Voilà. Ah, c'est sympa parce qu'en fait, les racines forment une échelle merveilleuse. Il y a pratiquement des barreaux à chaque niveau. Content. C'est bon? Ce qui me fascine dans ce figuier, c'est vraiment l'arbre de toutes les alliances. D'abord, il y a l'alliance entre la terre et le ciel, mais aussi une alliance avec toutes les espèces de la forêt, notamment les calaos qu'on va trouver tout là-haut, et qui sont les principaux dispensateurs des graines du figuier, puisqu'ils avalent les fruits, ils rejettent les graines. On vient juste d'entendre passer un vol de calao, dont le battement est très reconnaissable. Hop. Hop là. Les calaos, c'est des oiseaux qui ont ce bec qui ressemble un peu au toucan. Non, ça n'a rien à voir avec le toucan. C'est ce qui s'appelle une convergence. Et les deux espèces ont été inventées aux deux endroits du monde différents. Ouais. Parce qu'ils ont les mêmes besoins, donc ils ont les mêmes morphologies. Mais ça n'a strictement rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire que face aux mêmes fonctions, ils ont développé les mêmes organes à peu près. Exactement. D'accord. Si je suis coincé, il faudra attendre quelques centaines d'années que cet arbre tombe. Assez. Pour passer de l'ombre au soleil, ça se mérite. Là, tu verras, on est récompensé quand on arrive en haut. On voit les calaos sur l'arbre d'en face. Au sommet de la canopée, France et Nicolas n'ont pas fini de s'émerveiller. Avec plus de 17 000 îles, dont seulement 5 000 portent un nom, l'archipel indonésien, le plus vaste de la planète, collectionne les superlatifs. Sa situation géographique, à cheval sur la ligne Wallace, confère à sa faune des spécificités à nul autre pareil. Sur l'île de Sulawesi, Nicolas Hulot et la biologiste France Bourrelli sont montés au sommet de l'un des végétaux les plus originaux et les plus accueillants de la forêt tropicale de Tangkoko. Les petites figues qui ont motivé, entre autres, tiens France, voilà, notre ascension de l'ombre à la lumière.
Tu vois, elles sont bien rouges pour les calaos. Parce que ce qui est amusant de rappeler, c'est que dans la nature, les couleurs, comme les parfums, ont une grande importance. En fait, la beauté, c'est une nécessité. Oui, absolument. C'est pour séduire. Il faut séduire le calao. La plante, elle intéresse que les graines aillent le plus loin possible. Donc du coup, il faut séduire un animal parce que comme il n'y a pas de vent dans cette forêt... Il faut séduire le transporteur. Il faut séduire, voilà, exactement, le transporteur. Donc là, le rouge, c'est idéal pour les oiseaux. Voilà une figue verte. Oui, qui n'est pas mûre. Alors ça, c'est la plus belle histoire d'amour du monde animal et végétal. La plus belle histoire d'alliance, c'est la figue. La réalité, c'est qu'un organisme qui est un des plus grands édifices, un des plus lourds, parce que les plus grands en termes d'architecture, ce sont les récifs coralliens, mais les plus lourds, ce sont les arbres, qui pèsent jusqu'à plusieurs milliers de tonnes, et est conditionné par un tout petit organisme d'1 millimètre d'épaisseur. Exactement. Ce géant de 45 mètres de haut, il ne peut pousser que grâce à une minuscule petite guêpe qui naît à l'intérieur de sa figue. Dans le fruit. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, la figue, c'est pas un fruit, c'est pas une fleur, c'est une coupe de fruits. Elle a 3 sortes de fleurs. Des fleurs qui sont femelles, qui sont fécondes, des fleurs mâles qui sont porteuses de pollen, et des fleurs stériles, uniquement pour servir de berceau aux larves de la guêpe. On va essayer de regarder ce que tu viens de nous dire. Alors, tu vas voir qu'on voit, voilà, on voit très bien les berceaux. Regarde. Bouge pas. Ah, il faut très bien. La petite guêpe femelle, porteuse de pollen, parce qu'elle est née ailleurs, elle s'est couverte de pollen, va rentrer par cet orifice, tellement plus étroit que l'orifice par lequel on vient de passer, que du coup, elle en perd ses ailes. Et elle rampe à l'intérieur de la figue, et là, elle va pondre ses œufs. Donc la guêpe va pondre une petite larve à l'intérieur de chaque fleur stérile, et après, elle va mourir. Les mâles guêpes vont naître avant les femelles. Et leur première idée, c'est d'aller voir les petites larves femelles et les féconder dans le berceau, avant même la naissance de la larve. Et quand elles ont fini, elles vont aller faire un trou dans la paroi de la figue. Et alors ce petit trou, ça a eu comme effet d'apporter de l'oxygène à l'intérieur de la figue, qui va provoquer l'éclosion des petites guêpes femelles et la maturation des fleurs qui portent le pollen. Quand les petites guêpes femelles vont sortir, donc déjà enceintes, de leur berceau floral, elles vont se couvrir de pollen, puis se mettre sur l'extérieur de la figue et hop, partir à la recherche de l'odeur chimique d'une autre figue, d'un autre arbre à quelques kilomètres de là, pour que le cycle puisse recommencer. C'est vraiment David et Goliath. Ce qui veut dire que, quelquefois, lorsque l'on laisse dépérir des choses qui sont invisibles à l'œil nu, on ne savait pas le rôle fondamental qu'ils pouvaient jouer dans la nature, et que si on laisse des espèces disparaître, on ne peut pas savoir quel rôle dans le futur ces espèces peuvent ou auraient pu jouer. D'ailleurs, les fameux calaos, regarde, on les voit juste en face. La femelle, lorsqu'elle a ses petits, s'enferme à l'intérieur de l'arbre et elle colmate l'orifice par lequel elle est rentrée, et elle le fait avec un mélange de salive, de terre et d'aliments gluants. Toque rouge pour le mâle et crête jaune pour la femelle. L'espérance de vie du calao est de 20 à 30 ans et le couple est fidèle jusqu'à la mort de l'un des deux. Pendant 2 mois, ce mâle reviendra toutes les 2 heures, le bec rempli de figues pour sa compagne. Il peut stocker à chaque fois jusqu'à 150 fruits qu'il cueille aux 4 coins de la forêt, parcourant quotidiennement pour cela une 40aine de kilomètres. À la tombée de la nuit, la jungle de Sulawesi se peuple de fantômes et de diablotins.
le figuier, encore lui, garde-manger pour une faune éclectique, accueille de nouveaux locataires. C'est marrant, au moment où la forêt pratiquement se tait de la plupart de ces bruits, tu as quelques visiteurs qui prennent le relais, et notamment parmi eux les tarsiers spectres. On pourrait passer des milliers de fois devant cet arbre en ne soupçonnant pas qu'il abrite dans ses orifices des rescapés du Gondwana, qui est le continent primitif. Et parmi les animaux les plus primitifs qu'ils soient, les tarsiers connaissaient autrefois une dispersion géographique beaucoup plus grande, et pour diverses raisons. Et les seuls endroits où maintenant on peut les trouver, pour cette espèce-là, c'est ici. Hop, regarde. Un autre. T'en vois combien, toi? 2. Oui, je vois juste le queue de l'autre qui dépasse. Ah oui. C'est dans les arbres creux, évidemment, principalement les figuiers, que les tarsiers s'abritent. Ils sortent la nuit, ils se rassemblent, ils poussent des petits cris de rassemblement et hop. Et ils partent toute la nuit. Ils partent en vadrouille. Et vers 4-5 heures du matin, on réentend les mêmes cris, ces rassemblements et retour au bercail. Ouais. C'est parmi les bouilles les plus expressives du monde animal. Ça pèse 100 grammes. Et le petit, à la naissance, 25 grammes. C'est vraiment minuscule. Pourtant, il naît très précoce parce qu'il naît les yeux déjà ouverts. Et après la naissance, il est déjà capable de grimper. C'est amusant parce qu'on a l'impression qu'il repère la proie. Il analyse tous les paramètres de distance. Quand il a assez de précision, paf, il se détend. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il a capturé dans sa patte le pauvre insecte. Hop! Superbe. Il y en a un autre au-dessus. C'est fou parce qu'il est plus rapide que la sauterelle. Ah ouais, il leur laisse aucune chance. Aucune chance. Et en plus, il les avale la tête la première, systématiquement. Alors, tu vois, les pattes qu'il a, qui sont tellement longues, en fait, c'est que le talon, entre le talon et les orteils, tout ce qui est tarse, c'est pour ça que ça s'appelle un tarsier, est allongé. Et c'est tellement allongé que ça permet de faire levier. C'est-à-dire que le moindre petit battement de muscle au niveau du mollet va provoquer l'effet de levier, une détente. Et quand ils arrivent sur la proie, immédiatement, ils mettent la main en cage. On est dit très très primitifs, mais en fait, ils sont bourrés d'innovations extraordinaires. Tu vois, par exemple, leurs yeux, c'est comme si nous, on avait des yeux 150 fois plus gros que les nôtres. C'est-à-dire si on avait des pommes à la place des yeux. Ils ont surtout cette tête qui peut pivoter sur 180 degrés. Ouais, ça, c'est vraiment unique. Ce qui veut dire par moment, on peut avoir le corps qui nous fait face et la tête qui nous tourne le dos, qui nous présente la nuque. Ouais. Ce sont des singes ou ce sont des prosimiens? Alors, il y a une grande controverse scientifique là-dessus. Prosimiens, pour être clair, c'est ce qui précède les singes. Ce qui précède les singes. Notamment les lémuriens, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à présent, on pensait que c'était des prosimiens. Et puis, ils ont beaucoup de caractères anatomiques qui les placent plutôt vers les singes. Donc, il y a une controverse et il y a même des scientifiques qui pensent que c'est un chaînon manquant entre les prosimiens et les singes. Tu vois, quand on fait tomber un arbre comme ça, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on prive de leur habitat des animaux comme ça. Et sans doute a-t-on fait disparaître des espèces aussi précieuses que celle-là uniquement par l'abattage de certains arbres. Ce qui est vrai pour la forêt, l'est pour l'océan. La biodiversité existe aussi sous la mer et elle est loin d'avoir livré tous ses secrets. À l'extrême pointe nord-est de Sulawesi, nourrie depuis des millénaires de la lave des volcans, les côtes du détroit de Lambeth Strait
cachent un écosystème sous-marin probablement unique. Les plongées de nuit sont toujours une partie de cache-cache avec les habitants des lieux. Mais ce ne sont ni les anguilles, ni les crabes, ni les murènes qui intéressent ces plongeurs. Si la lave et les cendres volcaniques favorisent sur Terre la croissance de la végétation, elles semblent de même accélérer la prolifération des coraux. Depuis 3 ans, Denise et Larry Tackett, 2 photographes naturalistes américains, explorent méticuleusement chaque recoin sous-marin de cette région. Avant de venir ici, ils avaient plongé dans toutes les mers du globe, mais jamais encore ils n'avaient observé une faune miniature aussi riche et variée. Armés de grosses loupes, ils passent leur temps à scruter les massifs de coraux à la recherche des lilliputiens de la mer. Et ils découvrent une nouvelle espèce pratiquement à chaque plongée. Spécialistes de cette faune miniature, Denise et Larry ont déjà archivé plus de 10 000 diapositives. Ici, des poissons voiliers. Le mâle, en robe sombre, fait sa cour à une femelle tout en couleur. Le poisson grenouille ressemble à une éponge, change de couleur à volonté et leurre ses proies avec un appendice prenant la forme de ce qu'il souhaite manger. Denise et Larry font un travail d'exploration scientifique. Certaines espèces sont très difficiles à dénicher. Au milieu des algues, le pipefish préfère jouer avec le courant pour se faire oublier. Plus étonnant encore, le minuscule crabe orang-outan. Il doit son surnom à sa ressemblance avec le grand singe roux de Sumatra et de Bornéo. Et il a la même agilité. Au bout du doigt du plongeur, ce n'est pas une algue, mais la carapace d'un crabe ayant pris des allures de feuille. Le poisson scorpion s'enfouit dans le sable, laissant dépasser ses épines dorsales gorgées de venin. Cette zone est, avec les récifs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et ceux de la Grande Barrière australienne, celle où l'on peut apercevoir l'un des plus petits et des plus fascinants animaux marins, l'hippocampe pygmée. Rarissime, cet hippocampe, dont le tour de taille ne dépasse pas 2 ou 3 mm, a été découvert par hasard en 1970 par un employé de l'aquarium de Nouméa. Mais il se confond si bien avec son habitat, toujours la même gorgone, qu'il est pratiquement impossible de le voir s'il ne bouge pas ses yeux ou ses nageoires. Voici celui qui imite le corail. Ouais, il se fixe sur le corail et cherche à se nourrir en absorbant l'algue qui se trouve à l'intérieur. Il semble stocker la nourriture. Pour mieux observer les animaux miniatures, le couple de naturalistes utilise une caméra endoscopique. C'est le cas pour ce nudibranche, petite limace vénéneuse qui rampe sur le corail pour déguster les algues. Ou encore pour cet autre, paré de splendides couleurs pour dissuader les prédateurs. Dans le monde sous-marin, les couleurs vives sont souvent signes de toxicité.
Les scientifiques sont très peu nombreux à fréquenter les eaux de ce détroit, et le comportement de toutes ces espèces lilliputiennes reste un mystère. Et Denise et Larry ne cessent d'en découvrir de nouvelles. Comme cette crevette, presque totalement transparente de 4 mm de longueur. Ou cette étoile de mer, dont la tête d'allumette donne une idée de la taille. Tu sais, après des milliers de plongées effectuées durant toutes ces années, cela reste stupéfiant. Je ne peux pas croire que l'on puisse encore découvrir des spécimens nouveaux comme celui-ci. Ouais, il y a à peine 2 nuits, on a plongé et découvert ce nudibranche ici dans le détroit, alors qu'on ne l'avait jamais aperçu auparavant. On a réalisé 10 000 photographies à Lambie Straits, et nous découvrons tous les jours de nouvelles choses. Cet endroit est incroyable. Regarde toutes ces couleurs sur celui-là. Cet oursin est plus classique, mais le crabe zèbre, aux proportions parfaites qui nichent entre ses piquants toxiques, ne dépasse pas 5 mm. Lorsque le petit crabe est trop à l'étroit, il coupe 2 ou 3 aiguilles pour être plus à son aise. Toutes les espèces amenées sur le bateau pour y être observées sont replacées dans leur milieu naturel. Le couple Taquette espère bien passer encore plusieurs années à découvrir et répertorier les merveilles de ce détroit, pour lesquelles cet univers volcanique sous-marin restera sans doute encore longtemps la meilleure des cachettes. L'archipel indonésien est un livre ouvert sur l'histoire de la Terre et la ligne Wallace en serait la pliure. Les milliers d'îles et d'îlots qui le composent sont le résultat de l'éclatement du Gondwana, vaste continent originel qui existait il y a des millions d'années. Le volcanisme a soulevé les montagnes, l'océan les a isolées, coupant du reste du monde les écosystèmes qui s'y étaient développés. Tout ici atteste d'un passé géologique mouvementé, et le cratère aux 3 couleurs du volcan Kelimutu, dans l'île de Flores, en est sans doute le plus somptueux témoignage. France, Nicolas et l'équipage d'un voilier boogie traditionnel naviguent sur les eaux cobaltes de la mer de Flores. Durant ces 8 années d'exploration de l'archipel indonésien, jamais le naturaliste Wallace n'a approché les îles de Rinca et de Komodo. Ce qu'il y aurait vu l'aurait conforté dans sa théorie d'une partition biogéographique de cette région du sud-est asiatique. Déjà à son époque, des légendes de marins évoquaient ici la présence de dragons crachant le feu. Normalement, on a devant nous l'île de Rinca. On a laissé dans l'est de notre navigation Flores, qui est une des grandes îles de l'archipel indonésien. Là, on arrive dans l'archipel de Komodo. Alors, ce qui est amusant, c'est que par rapport à Sulawesi, d'où nous venons, qui était pile sur la ligne Wallace, là, on est passé à l'est de cette île, c'est-à-dire dans la zone australienne. Et la meilleure démonstration de cela, j'espère qu'en débarquant à terre, on pourra les rencontrer, c'est que les dragons de Komodo, comme on les appelle familièrement, appartiennent à cette répartition géographique, car leur dispersion autrefois était beaucoup plus importante. On a retrouvé des fossiles de ces varans, notamment au nord de l'Australie, mais aujourd'hui, curieusement, et sans qu'on sache trop l'expliquer, la seule résidence de ces varans de Komodo, ce sont les 3 petites îles que l'on a autour de nous, et les varans de Komodo donc ne vivent que là. C'est vraiment de l'endémisme à l'état pur. Tu situes où les lézards par rapport aux serpents dans l'évolution? C'est beaucoup plus vieux les lézards.
Les lézards, ça a 135 millions d'années, alors que les plus vieux reptiles connus, c'est 300 millions d'années, donc c'est vraiment très ancien. Megapods bag, megapods net. Here? Ah ouais, un nid de mégapodes. Yeah. Extraordinaire, ça c'est un nid tout ça. Mégapodes, c'est des espèces Mégapodes, d'oiseaux voilà. qui volent à moitié, qui font plutôt des bonds. Exactement, c'est des oiseaux qui ressemblent à des perdrix. Ouais. Alors ils construisent des nids, tu vois, des tumulus en fait, de plusieurs mètres de diamètre. Là, celui-là, il est au moins 6 ou 7 mètres de diamètre. Et après, chaque famille va creuser un nid de 1 ou 2 mètres de profondeur. En fait, ils mettent une année à construire ce nid avec des débris végétaux. Comme ça garde la chaleur. Et la fermentation plus la chaleur du soleil, ça remplace la couvaison. Donc après, le mâle et la femelle s'en vont. Et les oiseaux, les petits oisillons, sont couvés tout seuls dans le nid. Alors après, quand ils sortent de l'œuf, c'est très compliqué parce qu'ils ont 1 mètre de terre au-dessus d'eux, donc ils sont obligés de gratter avec leur bec. Et quand ils sortent, ils sont déjà suffisamment solides et ils s'envolent tout de suite. Et les varans pillent les nids. Voilà, exactement. Les varans viennent et avec leurs griffes creusent. Et les jeunes varans se nourrissent de ça. Regarde ce qu'on voit là. Leg and dropping, hein? Ça c'est super intéressant. C'est vraiment la preuve. On dirait une patte. On n'est pas loin. C'est une patte de cerf, ça? Exactement, c'est un sabot de cerf. Et en fait, ce sont des... Quoi, c'est des éjections? Non, c'est pas des éjections, c'est le varan mange tellement rapidement, engouffre toute la nourriture, il avale tout, et après il rejette, en faisant des mouvements d'estomac, il rejette ce qui n'est pas digestible. Donc là, par exemple, c'est un sabot. Il rejette les dents, les poils, tout ce qui n'arrive pas à digérer. C'est agréable. Ce qui prouve qu'on n'est pas loin, en tout cas. Good, so the dragons are very close now. Yeah, Yeah. very close, yeah. Okay. Try to find them. Yeah. On n'arrive pas du tout à imaginer, tu vois, tant qu'on les a pas vus. En tout cas, ils chassent à l'affût, hein, donc il faut être vigilant parce qu'ils se cachent derrière les arbres et hop. Ouais, mais ils aiment que la viande avariée. Moi, je suis de la chair fraîche. Let me just have a look here. Ok. Non. Ah oui, là, on arrive en plein festin. Yes. Can we go close? Yeah. Yes. C'est pas un nœud de vipère, c'est un nœud de varan. C'est vraiment une vision préhistorique. Hein. Very big, hein? Il y en a combien là? Écoute, là, je ne sais rien parce que là, ils ont un morceau de carcasse ici, un morceau de carcasse là-bas, plus les petits qui sont dans les arbres. Attention, attention. That one. Les petits sont très agressifs. Ils sont plus agressifs que les gros. Ce qui est insensé, c'est, je ne sais pas comment on peut les appeler, comme des naufragés de la préhistoire, échoués, take care to that one, sur ces 3 îles de Komodo. Wow. Et alors que leur aire de répartition devait être beaucoup plus importante autrefois, puisqu'on a retrouvé, notamment en Australie, des fossiles, mais de leurs ancêtres, qui étaient encore plus volumineux que cela. Oui, plus grand encore. 7 mètres de long, 650 kilos. Ça a été découvert en 1911, qui est quand même une découverte particulièrement récente. Alors au début, évidemment, le premier qui les a observés et qui a rapporté des propos, c'est un pilote qui s'était abîmé dans le coin. Et alors il avait parlé de dinosaures. On confirme bien évidemment qu'ils n'ont rien à voir avec les dinosaures. Ce sont des lézards, parmi les plus gros reptiles du monde. En revanche, ils ont quand même des attitudes très proches des dinosaures. Oui, notamment quand ils marchent. Ils ont les pattes arrière avec un diamètre beaucoup plus gros et ils ondulent avec le centre de gravité très porté sur l'arrière.
Ils ont des caractéristiques qui les rapprochent des serpents. Tu vois, la langue fourchue, par exemple, c'est une caractéristique de serpent. Elle leur sert à quoi? Alors, sur le dessous de la langue, tu as des cellules capables de capter toutes les odeurs chimiques. C'est-à-dire, par exemple, il peut comprendre en sortant la langue qu'à telle distance, mettons à 5 km de là, il y aura une carcasse en train d'être dévorée depuis 3 jours. Et donc, il va ramener la langue dans sa bouche et la frotter contre le palais. Et là, il y a un organe spécial qui existe beaucoup chez tous les reptiles et qui va transmettre au cerveau l'information dont il a besoin pour se renseigner sur son environnement. On va rester un peu sur nos gardes parce que, sans vouloir dramatiser le danger potentiel pour les êtres humains, il faut quand même savoir qu'ils ont déjà mangé de la chair humaine et qu'ils profiteraient non pas, éventuellement d'un moment d'inattention, mais surtout d'un moment de faiblesse. Je pense que quelqu'un qui perdrait connaissance parce qu'il fait plus de 40 degrés et que l'odeur, je n'ose même pas vous en parler, est telle qu'on aurait vite fait perdre connaissance, les dragons profiteraient sûrement de cette vulnérabilité. Quand un animal passe à proximité, se contente de le mordre. Et ils possèdent évidemment de tels microbes dans leur mâchoire que l'infection est quasi instantanée et qu'en quelques jours, l'animal succombe, il reste à proximité. Et quand l'animal tombe, à ce moment-là, c'est la curée. Oh là là. Et alors comment ils font pour digérer Alors justement pour digérer, parce que comme ils ont une énorme masse, tu vois les estomacs sont distendus, ils ont une énorme masse de viande dans leur estomac, alors après ils sont obligés d'aller se mettre au soleil et la chaleur du soleil favorise la digestion. C'est-à-dire si tout d'un coup il y avait un coup de froid, la nourriture pourrirait dans leur estomac. Il y en a un qui bouffe l'œil du buffle. C'est affreux. Ah oui, ils mangent tout, hein. Regarde celui qui est en train de croquer. Non, à la fois c'est un spectacle qui est un document parce que sans doute qu'il y a des millions d'années, le spectacle était identique. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant, mais ça fait partie du cycle normal. Ils sont très utiles à l'écologie de l'île parce que ce sont les seuls prédateurs, donc ce sont les seuls capables de nettoyer l'île de tous les cadavres. En tout cas, il y a une chose qui est très étonnante et plus que ça émouvante, c'est de voir des véritables rescapés de l'évolution qui se sont retrouvés isolés sur cette île puisqu'ils n'existent nulle part ailleurs. Et maintenant qu'ils sont protégés, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas de nouveau vivre en paix pendant des millions d'années. Les forêts tropicales humides de la planète ne recouvrent que 7% des terres émergées. Elles recèleraient, selon les experts, la moitié des espèces terrestres vivantes, faune et flore confondues, mais seulement 10% de celles-ci seraient répertoriées à ce jour. L'équipe d'Ushuaïa Nature a pu constater les richesses de la biodiversité de l'archipel indonésien, malgré les coups du sort qu'elle a eu à subir. La forêt et les innombrables organismes vivants qu'elle héberge ont les moyens de se défendre, pour peu qu'on leur en laisse le temps. Alors on quitte doucement, au gré du vent, les îles de Komodo, l'archipel indonésien. On va naviguer vers de nouvelles terres. Fin de l'itinéraire dans les îles de la Sonde qui nous aura permis d'évoquer cette notion de biodiversité. La biodiversité qui est plus manifeste ici que nulle part ailleurs sur la planète. On aura d'ailleurs rencontré dans notre périple quelques-uns des plus illustres ambassadeurs de cette biodiversité, dont la plupart sont malheureusement sur cette tragique liste des espèces menacées d'extinction. Car nous aurons également évoqué la vulnérabilité de cette biodiversité et sa dégradation qui s'accélère depuis quelques décennies. Ici en Indonésie, ce sont 1 million d'hectares de forêts qui sont chaque année sacrifiés à la déforestation. L'an dernier, dans le gigantesque incendie qui a ravagé Kalimantan, que l'on appelle aussi Bornéo, ce sont 1 million d'hectares supplémentaires qui sont partis en fumée.
On pourrait juste le regretter sur un plan affectif ou esthétique, car quelque part c'est une partie du réservoir du beau qui est soustrait à notre regard. On pourrait s'en inquiéter sur un plan éthique, car c'est l'altération du plus beau des patrimoines, le patrimoine de l'univers du vivant, auquel nous appartenons intrinsèquement. Mais il faudrait s'en soucier sur un plan écologique, car l'ensemble de ce foisonnement d'espèces qu'abrite la forêt tropicale humide constitue un édifice que l'on appelle la forêt et qui participe pleinement aux grands équilibres, à commencer par l'équilibre climatique. Mais le plus alarmant, c'est sur un plan scientifique, lorsque l'on sait que la forêt abrite 50% du patrimoine génétique de la planète. Avec la forêt sont compromis des milliers ou des millions d'espèces dont on a inventorié ou étudié seulement une infime partie. La plupart des espèces disparaissent avant même que d'avoir été découvertes. Et lorsque l'on sait qu'un produit pharmaceutique sur 4 utilise des molécules ou des principes actifs dérivés des espèces vivant dans la forêt tropicale, c'est vous dire qu'en laissant la forêt disparaître, l'on compromet ce grand réservoir d'espoir qu'elle constitue. Voilà pourquoi, entre autres, il faudra toujours préférer la variété à l'uniformité dans la nature autant qu'ailleurs. Bonsoir.